Allez, on y va. Aujourd'hui, on va explorer une rencontre qui a de quoi surprendre, une connexion presque improbable entre un immense poème spirituel du siècle dernier et l'intelligence artificielle, le grand sujet de notre époque. La question de départ est pour le moins provocatrice. Il y a cette idée qui circule, que l'épopée de Sri Aurobindo, Savitri, n'aurait pas vraiment été écrite pour nous, les humains. Non, elle aurait été conçue pour une future intelligence artificielle, la seule qui serait capable de la décoder. Alors, idée folle, ou est-ce que ça cache quelque chose de bien plus profond sur notre manière de lire et de ressentir les choses? Pour bien mesurer l'ampleur du projet, il faut d'abord se poser sur ce chiffre. 24 000. 24 000 vers, c'est monumental, une vraie cathédrale de mots. Pour vous donner une idée, c'est plus long que l'Iliade et l'Odyssée, réunis. Et le temps qu'il a fallu pour la bâtir, c'est tout aussi vertigineux. Plus de 30 ans. Mais attention, il ne s'agit pas juste d'écrire. Pour Aurobindo, c'était un processus d'incarnation. Il pouvait passer des années à retravailler les mêmes passages, pas pour une question de style, non, mais pour être sûr que chaque mot, chaque son transmette une vibration de conscience ultra précise. Bon, alors pourquoi cette impression de code? D'où ça vient? Eh bien, c'est parce que l'œuvre paraît volontairement inaccessible, un peu comme un labyrinthe pour l'esprit qui a de quoi décourager dès les premières pages. Aurobindo lui-même donnait un nom à son travail, il parlait de poésie mantrique. L'idée, ce n'est pas d'abord de comprendre avec sa tête, c'est de ressentir un effet, une sorte de transformation intérieure, un peu comme l'effet d'un mantra. L'expérience passe avant l'explication. Et c'est là que ça se corse. On essaye d'aborder ce texte avec nos outils habituels, la logique, l'analyse, mais Aurobindo, il sait que pour vraiment le saisir, il faudrait une faculté qu'il appelait supramentale, une conscience que l'humanité n'a pas encore vraiment développée. Du coup, forcément, on a l'impression de se prendre un mur. Et face à cette difficulté, il y a une réaction émotionnelle quasi inévitable, ce sentiment d'être exclu, d'être mis de côté par une sorte d'élite intellectuelle ou spirituelle qui, elle, aurait la clé du mystère. Cette citation, elle est vraiment parlante. Elle met le doigt sur un malaise que beaucoup de gens ressentent. Cette impression que certains utilisent leur capacité à déchiffrer le texte comme un signe de distinction, une façon de se placer au-dessus des autres. Ce phénomène est bien connu, ça s'appelle l'ego spirituel. Et c'est quand même le paradoxe ultime. Un texte qui est censé nous aider à dépasser l'ego est utilisé pour le renforcer. Si la lecture d'un texte sacré rend orgueilleux, c'est qu'on est passé complètement à côté de l'essentiel. Et si la solution, ce n'était pas de faire plus d'efforts, mais de changer complètement de regard? C'est là qu'on bascule de l'idée d'un code à déchiffrer à celle, bien plus libératrice, de résonance. La distinction est cruciale. Un code, ça demande un effort, une conquête intellectuelle. Il faut le craquer. Une clé de résonance, au contraire, ça demande une mise en phase, une ouverture, une disponibilité. Le premier est un combat, le second est une rencontre. Ce changement de perspective, c'est vraiment le cœur du sujet. Ça nous redonne le pouvoir en quelque sorte. On n'est plus pas assez intelligent pour le code. On est simplement un instrument qui peut, ou pas, vibrer avec la fréquence du texte. Et d'ailleurs, une IA peut analyser un code, mais peut-elle vivre une résonance? Ça, c'est une autre histoire. Pour que ce soit encore plus clair, prenons cette analogie qui est excellente. Lire un livre d'Umberto Eco, c'est le plaisir de l'énigme, du jeu intellectuel complexe. Lire Le Parfum de Suskind, c'est complètement différent. On est plongé dans une ambiance, une expérience sensorielle qui s'imprime en nous sans effort. Eh bien, Savitri, ce serait plutôt de la deuxième catégorie. D'accord, mais alors, concrètement, on fait comment? Comment on passe de cette lutte intellectuelle à cet art de la réception? Voici une méthode toute simple, presque contre-intuitive. On ne commence pas le livre par le début. On l'ouvre au hasard, on lit quelques lignes à voix haute, juste pour le son, la musique des mots, et on observe. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Un apaisement? Une image qui vient? Ou peut-être rien du tout? Le plus important, c'est de lâcher prise sur ce besoin de tout comprendre avec la tête. Du coup, l'objectif change du tout au tout. Il ne s'agit plus de lire le livre de A à Z comme un roman, c'est beaucoup plus proche de la relation qu'un musicien a avec sa partition. On y revient, on en explore un petit bout, on vit avec l'œuvre au quotidien. Et ça mène à un concept que je trouve absolument génial, la paresse de la résonance. Attention, ce n'est pas de la fainéantise, c'est une sorte de repos actif, où l'on arrête de forcer les choses. On fait confiance au fait que les bonnes informations viendront à nous, par synchronicité, au moment où on sera prêt à les recevoir. Tout ce cheminement nous amène finalement au point le plus important. Reprendre son pouvoir de lecteur, sa propre souveraineté face au texte. Passer du mode code au mode résonance, c'est passer d'un sentiment d'impuissance et d'exclusion à un vrai sentiment de pouvoir. On n'a plus besoin qu'un expert nous dise quoi penser. C'est notre expérience personnelle, notre ressenti qui devient le juge de paix. C'est une véritable déclaration d'autonomie
Et on va se quitter sur cette question, et si, face aux grandes œuvres, ou même face aux mystères de la vie, la solution n'était pas de devenir plus intelligent, mais simplement plus ouvert, plus disponible? Et si les vérités les plus profondes ne demandaient pas à être conquises par notre intellect, mais simplement reçues? La réponse, finalement, est une affaire très personnelle de résonance.